Du coup, nous, on va parler ce soir, de la biologie évolutive, des théories, des concepts et surtout, on va voir, à la fin des idées reçues à son sujet. Donc pour, voir, les idées reçues, il vous faut un petit peu de base en biologie évolutive. Donc on va revoir tout ça. Commençons. Donc je vais vous faire une petite introduction, à la biologie évolutive, mais je vais survoler les concepts, donc on verra pas tout parce que sinon je pourrais en parler des heures. Mais vraiment, quand je dis des heures, c'est des notions assez complexes et du coup, je vais essayer de vous vulgariser tout ça. Donc première question, qu'est-ce que la biologie évolutive pour vous? Est-ce que c'est une science qui permet de prédire l'évolution des futurs organismes? Est-ce que c'est une science qui décrit la morphologie des organismes? Est-ce que c'est une science qui tente de comprendre et d'expliquer les différences et les ressemblances des organismes? Et est-ce que c'est un aspect de la biologie qui utilise des connaissances plus évoluées que les autres aspects? Donc les questions se présenteront toujours comme ça. Donc je vous laisse, voter, dans Socrate. Ah, bah, c'est bien, on a plein de bonnes réponses, c'est super cool. Donc, voici la définition, de Wikipédia. C'est une définition complexe, donc on va revoir, les notions ensemble. Donc, la biologie de l'évolution ou biologie évolutive, ça a 2 noms, est le domaine de la biologie donc qui vise à comprendre les scénarios et les mécanismes de l'évolution des espèces. Mais qu'est-ce qu'un scénario évolutif? Un scénario évolutif, on va prendre comme exemple 3 espèces: l'espèce A, l'espèce B et l'espèce C. Dans le premier schéma que vous voyez à gauche, C et B ont un ancêtre commun, ce qui est représenté par un petit point sur l'arbre. Et donc a un ancêtre commun avec l'ancêtre commun de l'espèce C et B. Mais il peut exister d'autres scénarios, comme par exemple que A et B ont un ancêtre commun direct et que C a l'ancêtre commun de A et B, un ancêtre commun avec A et B. C'est ce qu'on essaye de comprendre et de comprendre en fait, pourquoi on a autant, d'espèces différentes et comment on peut arriver à ça. Sauf que vous voyez, là, j'ai 3 espèces et vous imaginez bien que c'est bien plus complexe que ça. Donc, on va voir aussi quelles sont les matières et les méthodes du coup qui sont sur lesquelles, se base la biologie évolutive, sur quoi c'est lié et comment ça se passe. Parce que la biologie évolutive, en soi, il y a pas de technique, spéciale. Donc à quoi c'est relié? On a la paléontologie pour tout ce qui est étude des fossiles. C'est très important en biologie évolutive, donc comprendre ce qui les espèces éteintes. On a l'informatique, la biologie moléculaire et la phylogénie. Donc la phylogénie, c'est, le fait de construire des arbres, phylogénétique en général. Donc, phylogénétique, qu'est-ce que c'est? C'est de faire, de construire des arbres avec, donc comme caractère, l'étude de leur ADN. Ça veut dire qu'on va prendre, l'ADN d'une espèce, l'ADN d'une autre espèce, les comparer et voir à quel point c'est proche. On a la génétique, donc pareil, tout ce qui est relié à l'ADN. On a la géographie, parce que là aussi c'est important. Par exemple, lors de grandes périodes glaciaires, il y avait des mouvements, dans ce qu'on appelle des refuges. Ces refuges, ont coupé, certains individus d'autres et ça a créé des espèces. Donc on essaie aussi de retracer toute ce chemin qu'ont fait, les individus et voir comment on a pu arriver à certaines espèces. Et on a l'écologie, donc pour tout ce qui est étude, des comportements, mais on verra ça par la suite. Encore une autre question, on va voir à quoi ça sert la biologie évolutive. Donc en A, à prédire l'évolution future des différentes espèces. En B, à comprendre la diversité actuelle des différentes espèces, donc actuelles et éteintes. À classer les différents individus et à aussi former des espèces. À rien. Du coup, je vous laisse répondre. Alors, vous avez tous répondu presque juste. La A, c'est un vrai piège. C'est quelque chose, c'est une idée reçue qu'on a sur la biologie évolutive. C'est le fait qu'on pourrait arriver à prédire comment les espèces, futures
existeront. Donc par exemple, on a souvent: «Est-ce qu'on va perdre nos doigts de pied?» Parce que ça nous sert à rien. Mais ça, on ne peut pas le savoir. On est incapable de prédire le futur avec cette science. Donc la bonne réponse, c'est vraiment à comprendre la diversité actuelle et comment ça s'est passé. Donc le but initial, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment de comprendre tous les scénarios et c'est d'arriver à ce type d'arbre. Vous voyez, il est vraiment très complexe. Ça, c'est un arbre, du coup, qui est présent actuellement. Ça a demandé des années et des années de recherche. Clairement, c'est, le fruit de travail, de dizaines et de dizaines de chercheurs qui ont tout mis en commun et qui ont permis, donc, sur plusieurs caractères, de créer ce genre d'arbre. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir en bleu, on a les bactéries qui sont vraiment beaucoup plus représentées. On a les eucaryotes, donc tout ça c'est, les eucaryotes, ça veut dire, cellule avec un noyau. Euca qui veut dire, un vrai noyau, en fait, eucaryote qui possède un vrai noyau. Donc, on fait partie des eucaryotes. Donc comme vous voyez, on est vraiment, très petit par rapport aux eucaryotes et on il y a les archées qui sont un peu, entre mi-chemin entre bactéries et eucaryotes. Encore là, je vous expliquerai pas tout sur les archées, mais ça prendrait beaucoup de temps. C'est quelque chose que je pourrais limite faire une conférence si ça intéresse des gens dessus. C'est une science, qui est fondamentale, hein, parce qu'en soi, on fait pas trop de choses appliquées. Avec un arbre, on se demande ce qu'on pourrait faire, mais qui a quand même des applications pratiques, mais qui sont assez récentes. On va voir un exemple, donc, de ces applications pratiques. Par exemple en médecine, sur la résistance des antibiotiques. Voici, tout ce qui est en blanc, vous voyez, en blanc, un genre de tapis, c'est des bactéries. Au milieu, on a mis les pastilles blanches qui sont rondes, c'est des antibiotiques. Donc en fait, ces bactéries, comme vous le savez peut-être, pour, les combattre, souvent on utilise des antibiotiques. Comme vous voyez sur la première boîte, tous nos antibiotiques ont un effet. Mais souvent, ces bactéries se reproduisent et vont, donc par mutation créer, des résistances à ces antibiotiques. Ces résistances vont se transmettre à d'autres et ils vont être de moins en moins résistantes aux antibiotiques. Forcément, les antibiotiques éliminant les bactéries les plus faibles, il reste que les bactéries les plus fortes et en fait, on crée indirectement des bactéries super fortes et super résistantes. C'est un gros problème actuellement et on essaye justement, d'éviter ce genre de choses et ça, c'est on peut avoir des applications clairement liées à la biologie évolutive. Donc, on sélectionne justement des bactéries fortes, comme je vous l'ai dit et les seules survivantes sont celles donc qui vont proliférer et ça va donner ce qu'on a sur la deuxième boîte, c'est-à-dire, clairement, un plus beaucoup d'antibiotiques qui agissent et du coup, c'est pour ça qu'on souvent, on vous fait des tests avant de vous donner des antibiotiques, à part si on est sûr à 100 de ce que c'est. On vous fait un test, on met en culture donc mettre en culture, c'est le mettre sur une petite voile de pétri, laisser proliférer les bactéries et voir comment ça agit et clairement attendre des résultats comme ça. On va voir, les théories et les concepts de la biologie évolutive. Alors, on va déjà voir ce que c'est la diversité. En fait, il y a plusieurs types de diversité, il y en a 3. On a la diversité intraspécifique, c'est-à-dire au sein de la même espèce. Par exemple, moi je ne ressemble pas à Angel, Angel ne me ressemble pas et pourtant on fait partie de la même espèce, l'espèce donc humaine. Il y a aussi, une diversité qui est spécifique, c'est-à-dire entre les espèces. Comme vous pouvez le voir, on a différentes espèces de papillons, ils ne se ressemblent pas du tout et on a aussi, la diversité qu'on appelle écosystémique, c'est au sein d'un écosystème. On aura différentes espèces et en plus, on a différents écosystèmes. Par exemple, on a les marais, les déserts, les choses comme ça, la taïga. Ce sont, donc vraiment des différences au niveau des écosystèmes et on ne retrouvera pas les mêmes espèces au sein d'un même écosystème. Encore une autre question du coup, comment sait-on que 2 individus appartiennent à la même espèce? Si ces 2 individus se ressemblent, alors ils appartiennent à la même espèce. Si 2 individus, peuvent se reproduire, alors ils appartiennent à la même espèce. Si ces 2 individus peuvent se reproduire et ont une descendance fertile, alors ils appartiennent à la même espèce et si ces 2 individus possèdent un ancêtre commun,
alors ils appartiennent à la même espèce? Je vous laisse répondre. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de C dans les réponses et en fait, le petit piège, c'est qu'il y en avait plusieurs. En fait, on a un problème pour définir ce que c'est une espèce. C'est une notion qui est vraiment très complexe à définir. Donc, avant, on pensait que si 2 individus peuvent se reproduire, et qu'ils ont une descendance fertile, ils font forcément partie de la même espèce, c'est sûr, mais on va voir pourquoi c'est un peu faux. Actuellement, le concept d'espèce, donc est vraiment difficile, comme je l'ai dit, mais on va voir pourquoi. Actuellement, on a différents concepts et ceci, c'est tous les concepts pour définir une espèce. Donc je vous laisse, imaginer le casse-tête quand on découvre un nouvel individu dans la nature pour, essayer de savoir s'il appartient à la même espèce ou pas du tout. Donc on va revoir, chacune des propositions pour voir, qui était juste ou pas. Donc, si ces 2 individus se ressemblent, alors ils appartiennent à la même espèce. C'est vrai, on pourrait se dire si, bah, forcément, il y a un minimum de ressemblance, entre les espèces. Donc si cet individu ressemble un minimum à cet individu, alors c'est sûr, il fait partie de la même espèce. Mais c'est pas tout à fait vrai. Ça peut être une première piste, par exemple, quand vous êtes, sur le terrain et que vous cherchez à identifier, des insectes, par exemple. Vous pouvez essayer, donc de voir si s'ils se ressemblent. Ça peut être vraiment une première piste, surtout pour le terrain, c'est vraiment très utilisé. Mais donc il y a beaucoup de limites. En fait, il y a 2 limites, le polymorphisme sexuel qu'on va voir et le mimétisme. Donc ceci, c'est le dimorphisme sexuel. Qu'est-ce que le dimorphisme sexuel? C'est la différence entre le mâle et la femelle. Ici, on voit, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, si vous voyez pas, je vais essayer de décrire. En haut, du coup, à gauche, on voit un mâle, donc avec ses bois et une femelle. Donc vous voyez, ils se ressemblent un peu, mais ils sont différents. Pareil pour le paon, le mâle, on voit du coup la queue, du paon, donc mâle, qui est, donc très, visuel et qui d'ailleurs, sert, pour autre chose, mais ça on le verra, tout à l'heure dans la conf. On voit aussi chez ces oiseaux, donc donc un dimorphisme sexuel et pareil chez les canards. Vous voyez bien que là, ça devient un peu compliqué de se baser juste sur une ressemblance morphologique. On a aussi ce qu'on appelle le mimétisme. Donc il y a 2 types de mimétisme, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez bien qu'à gauche, ces 2 papillons se ressemblent fortement, mais pourtant ces deux papillons ne font pas partie de la même espèce. D'ailleurs, il y en a même un qui est toxique et un autre qui n'est pas du tout toxique. Pareil pour ceux de droite. Vous voyez bien, il y a 2 papillons, ils se ressemblent fortement. Donc je vous laisse imaginer pour dans la nature, si vous imaginez-vous sur un terrain, pour essayer de différencier ces 2 papillons, c'est presque, impossible, à moins de se connaître vraiment toutes les différences. Et d'ailleurs, le mimétisme sert vraiment de défense pour ces espèces. Se faisant passer donc pour une espèce qui est toxique, ça va éviter, de se faire, manger par les autres. Alors, donc si ces 2 individus peuvent se reproduire et ont une descendance fertile, alors ils appartiennent forcément à la même espèce, c'est sûr. Et bien, là aussi, ça peut être une piste parce qu'au fond, si vous voyez, que 2 espèces, peuvent se reproduire, et qu'ils ont une descendance fertile, ils ont de fortes chances de faire partie de la même espèce. Cependant, ça atteint aussi ses limites, par exemple, dans un laboratoire. Dans des laboratoires, souvent pour étudier des espèces, on prend 2 individus, un mâle et une femelle. Après, bien sûr, il y a différentes, solutions, mais en général, on fait ça et en fait, on les met ensemble et on regarde s'ils se reproduisent. Cependant, dans un laboratoire, ça crée un biais. Qu'est-ce qu'un biais dans une expérience? C'est quand on fait quelque chose qui enfin, on va induire une petite erreur et cette erreur, elle peut être, l'origine d'une fausse hypothèse. Heu, le biais qu'on entraîne ici, c'est que je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez, dans la nature, vous avez un groupe, de singes. Ce groupe se sépare un petit peu et puis, enfin, c'était la saison des pluies et une petite rivière s'est formée entre les 2 groupes d'individus.
Ces 2 groupes étant séparés, cette espèce de singe ayant peur de l'eau ne peut plus revenir vers l'autre groupe. Après X générations, ils vont commencer à se séparer et à créer une espèce. Pourtant, ils vont quand même se ressembler fortement, mais si on va prendre un singe d'un côté de la rivière et un autre singe d'un autre côté de la rivière et qu'on va les forcer à se reproduire, ils pourront peut-être se reproduire. Mais là encore, si on compare, l'ADN, les génomes et tout, dans la nature, on va voir beaucoup de différences et encore une fois, on n'est pas sûr que dans la nature, ils se seront vraiment reproduits à eux seuls. Donc en fait, cette définition, elle serait plus juste si on disait qu'ils ont une descendance fertile, mais qui peuvent se reproduire dans leur, habitat naturel. Donc là, ce serait plus juste. Est-ce qu'il existe un consensus, scientifique sur cette définition? Eh bien oui, la voilà. Donc elle est un peu compliquée et je vais vous expliquer, ce que c'est. Donc les espèces sont des lignées de métapopulations qui évoluent séparément. Donc on va voir ce que c'est une métapopulation. Une métapopulation, en fait, c'est un groupe qui n'échange pas de gènes avec un autre groupe. Donc, par exemple, en vert, vous voyez bien que si on considère qu'il y a deux-trois individus, dans les vers foncés, eh bien, eux, ils vont échanger. Donc, ça, ce sera notre métapopulation en vert foncé. Et là, en vert clair, ce sera une autre métapopulation qui, eux, donc, n'échangent pas de gènes. Donc, on peut clairement dire que les vers font partie de la même espèce et que, enfin, les vers foncés font partie de la même espèce et que les vers clairs, pas du tout. Mais maintenant, comment crée-t-on une espèce? Je vous laisse donc répondre à la question. Donc, on va prendre une petite partie des individus d'une espèce et après plusieurs générations, de nouvelles se seront formées. Donc, c'est grâce à une mutation sur un individu qui la transforme et après X générations de transmission, il y a de nouveaux individus qui sont incapables de se reproduire avec les individus sans mutation. En prenant la moitié des individus d'une espèce et après plusieurs générations, de nouvelles espèces se sont formées. Par un changement de leur environnement ou de comportement de certains individus, par exemple un changement de la saison de reproduction d'une partie des individus. Je vous laisse y répondre. Je vais regarder un peu vos réponses. Ah, il y en a un qui a juste. C'est bien. Eh bien, donc, comme réponse, elles sont toutes vraies. Et on va voir justement les différentes donc, façons de créer une espèce. D'ailleurs, on appelle ça une spéciation, le fait de créer une espèce. Donc, allons voir la première, l'allopatrie. Donc, je vous ai mis un petit schéma qui récapitule assez bien le fait d'une espèce. La première ligne correspond, là où vous voyez le vert, c'est l'espèce, donc la première génération. Donc, en allopatrique, on va le voir juste là, la spéciation allopatrique, c'est le fait de séparer un groupe d'individus de façon totalement égale. Ça veut dire que on a, donc sur le schéma, on va dire une dizaine de mouches, j'en mets 5 et 5 dans deux cages différentes, on attend après de multiples générations et on observe ce qui se passe. Pardon, excusez-moi. On observe ce qui se passe. À la fin, on voit bien qu'on a, 2 espèces différentes, avec, une préférence des espèces pour se reproduire. Vous voyez bien que les brunes se reproduisent plus avec les brunes et les jaunes plus avec les jaunes. Il y a quand même quelques donc petites, essais de se reproduire avec, entre elles, mais, soit, on obtient donc, un bébé qui n'est pas viable ou pas fertile. Ça dépendra du degré qu'on a fait la spéciation et de la longueur de cette spéciation. Si on le fait après 5 générations, forcément, elles seront pas très séparées. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire? Ce sera, vraiment pas super, il y aura pas beaucoup de mutations qui se sera intégrées dans le génome et tout ça, ça prend vraiment du temps. C'est pas non plus en un éclair, mais au bout de 100 générations, on peut déjà, voir, cet effet, donc chez par exemple, des drosophiles qui sont, vraiment, une drosophile, c'est une toute petite mouche, hein, qui sont, qui ont généralement des cycles assez courts. La deuxième donc spéciation, c'est la péripatrie.
Eh bien, là, c'est un peu la même chose que allopatrique, sauf qu'on sépare un petit groupe d'individus. Donc, je vais vous raconter de nouveau une petite histoire. Sur l'île Marron, il y a plein d'individus drosophiles. Certains se sont retrouvés donc sur une banane. Cette banane s'est envolée sur l'île voisine, qu'on voit en beige clair. Ces individus, donc après de nombreuses années, donc vont se reproduire entre eux et donc comme tout à l'heure, vont introduire des mutations dans leur génome, vont transmettre leur génome et tout ça va contribuer à une séparation progressive des 2 espèces. Si jamais on voit, donc que la petite banane revient sur, l'île brune, il y a bien, donc une préférence et encore une fois une différence de ces 2 espèces. On voit bien que les mouches sont devenues un tout petit peu plus claires, alors qu'eux sont bien restés, foncés. Donc tout ça, ça peut, donc changer, en fonction des yeux, par exemple, aussi, hein. Donc bien sûr, là, c'est un schéma, donc ça aurait pu changer sur n'importe quoi et donc on voit bien que ces espèces sont totalement différentes. Mais voilà. La, prochaine spéciation, c'est la spéciation parapatrique. Cette spéciation est un peu spéciale. C'est en fait, une rupture pardon, du flux, donc qu'on appelle génétique. Le flux génétique, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de transmettre, les gènes, à nos descendants qui, eux, le transmettent et ainsi de suite. Là, on n'a pas une séparation, nette et physique, assez, brusque. Comme par exemple ici, vous voyez bien qu'au début, on a, donc, des petits scarabées, bleus, kaki et un peu gris. Mais au fil du temps, on va avoir l'apparition, donc, de variants ces variants, ne pourront plus se reproduire, avec certains et ça, c'est en fonction souvent d'une préférence, de reproduction. Mais ça, on va le voir après. On a la spéciation Saint-Patrick. Donc la Saint-Patrick, c'est encore un peu plus compliqué. La Saint-Patrick, c'est une spéciation qui va toucher, donc certains individus. Donc en l'occurrence ici, ces individus, on va dire, les premiers donc à gauche, se reproduisent, bah, imaginons que sur des pommes roses. C'est les pommes roses là où ils se reproduisent, il y en a que pendant une période de l'année, donc elles se reproduisent ici. Sauf qu'il y a eu une mutation chez certains individus, donc qui s'est transmise au fur et à mesure et certains individus maintenant se reproduisent uniquement sur les pommes vertes. Il va y avoir, du coup, une différence de ces reproductions, vu qu'ils vont plus pouvoir se retrouver sur, les mêmes pommes. Ils vont du coup se séparer au fil du temps et ainsi, donc créer une nouvelle espèce. On va voir maintenant, la théorie de l'évolution. Là aussi, il y a une petite idée reçue là-dessus. On dit la théorie, mais c'est encore, une, une idée reçue parce que c'est un comment on appelle ça? Le fait de c'est un peu heu, je sais plus le mot, bref, désolée. En fait, il y a pas qu'une théorie, de l'évolution, mais c'est les théories de l'évolution. On n'en a pas qu'une seule pour décrire ce que c'est l'évolution. C'est tellement complexe qu'on en a besoin de plusieurs. Encore une autre question, qu'est-ce que le darwinisme? C'est la théorie selon laquelle les individus les plus forts survivent. C'est une théorie qui a conduit à l'eugénisme, le racisme et à d'autres dérives du XXIe siècle. C'est une théorie qui explique que l'évolution des espèces se fait par sélection des caractères les moins avantageux à l'environnement actuel. Une théorie qui explique que l'évolution des espèces se fait par sélection des caractères les plus avantageux à l'environnement. Du coup, je vous laisse répondre. Eh bien, dans l'ensemble, vous avez plutôt juste. Parce que souvent, ce qu'on entend par darwinisme, c'est, la réponse A. C'est une théorie selon laquelle les individus les plus forts survivent et selon certaines personnes, ça aurait même, conduit à du racisme, à de l'eugénisme et à d'autres choses terribles, qui, donc vraiment, du coup, qui vous en fait, ça sert surtout à se dédouaner de certains comportements en disant: «Ah non, mais c'est le darwinisme, hein, c'est lui qui a tout conduit».
et en fait, c'est pas du tout ce qu'il voulait, il voulait expliquer. Lui voulait expliquer tout autre chose, mais on le verra juste après. Je vais vous présenter, qui est, Darwin. Et avant, je vais vous dire du coup, de quoi est composée la théorie de l'évolution c'est fait de 3 concepts. Donc le premier concept, c'est la dérive, génétique, qu'on verra à la fin, la sélection sexuelle, qu'on verra après, et la sélection naturelle. On va voir la sélection naturelle en premier, mais comme j'ai dit avant, on va juste, voir qui est Darwin. Darwin, c'est, donc un Anglais. Il est né le 12 février, 1809 et est mort le 19 avril. Il est naturaliste et paléontologue. Il a écrit, L'origine des espèces en 1859. C'est le premier à vraiment c'est en fait un peu le père de la biologie évolutive. C'est lui qui, donc dans son livre, a mis en place, la théorie donc de la sélection naturelle sur, l'île de Galapagos avec ses pinceaux et on va voir comment, il est arrivé à le démontrer. Il a aussi un petit peu parlé de la sélection sexuelle, mais ça on la reverra un petit peu après. Donc comment est-il arrivé à démontrer, la sélection, naturelle? Eh bien, il s'est posé beaucoup de questions et il en a fait des observations. En premier lieu, il a observé, que dans la nature, les individus d'une même espèce, ils sont tous différents. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, vous et moi, on ne se ressemble pas et pourtant on fait partie de la même espèce. Que dans un élevage, l'homme, il sélectionne les individus qui l'intéressent le plus. Par exemple, pour une vache, celles qui vont donner le plus de lait ou par exemple dans le blé, celles qui vont vraiment donner, plus, de produits pour, nous nourrir. Ou par exemple, si une pomme va avoir, va être plus grosse, enfin si un arbre va donner de plus grosses pommes et ben, on va garder ces graines et replanter plus loin, ça va nous donner, plus, de nourriture et c'est comme ça qu'il fait. Tout ça, il en a conclu que dans un milieu donné, certains individus survivent mieux que d'autres. Il en a fait d'autres, des observations, dont celle-là, qui est si tous les individus se reproduisent, il y a un risque de surpeuplement. C'est vrai, on pourrait se dire si on se reproduit tous sans limite, bah, à un moment, on va être surpeuplé. Mais dans l'histoire, on n'a jamais vu, jamais un surpeuplement. C'est qu'il y a donc forcément un équilibre. De ça, il en a conclu que dans la nature, il y a une lutte et qu'il y a pas de surpeuplement. Il y a forcément quelque chose qui sélectionne à un moment des individus. Parce que si on se reproduisait comme ça, on serait vraiment, toutes les espèces se seront, vraiment entassées les uns sur les autres, c'est pas possible. À un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui règle. Mais il s'est posé une question, il s'est dit: «Mais quels sont les individus qui survivent le mieux?» Et de ces 2 conclusions, il en a donc fait une autre conclusion. Il a dit que les individus qui ont des caractères plus avantageux, dans un milieu, à un moment donné, c'est très important, hein, il y a une notion de temps, survivent et se reproduisent davantage que d'autres et du coup, cet avantage va devenir de plus en plus présent au fil des générations. Donc ça, c'est pour la théorie. Donc comment il est arrivé à montrer vraiment la sélection naturelle? Je vais vous le dire, c'est Heu, en fait, sur l'île de Galapagos. Donc il est allé sur l'île, de Galapagos et il est venu, observer les pinceaux et il a remarqué quelque chose de bizarre. Heu, Ce que vous voyez en rose clair, c'est une période de sécheresse. Ce graphique montre la dureté des graines, du coup. On voit bien qu'en 1976, les graines sont pas du tout dures et que, on a, une augmentation de la dureté des graines en 1977 et du coup, à la fin de la sécheresse, on a une diminution de ces graines. Avant la sécheresse, on observait beaucoup de pinsons à gros bec et très peu, heu très peu de pinceaux à gros bec, excusez-moi, et beaucoup de pinceaux à petit bec.
Les petits becs ayant plus de facilité pour attraper les graines, donc et les casser, c'est plus facile donc les petits becs, avaient plus, donc plus de quoi se nourrir et du coup survivaient mieux que ceux aux gros becs, qui avaient un peu de mal à mâcher, les graines, du coup, toutes petites et enfin avec leurs gros becs, ils avaient du mal à les attraper. Cependant, quand la dureté des graines, a augmenté, on a observé un inversement de cette tendance. On a clairement beaucoup plus, d'oiseaux à gros bec. D'ailleurs, je vous ai mis les photos juste au-dessus, à droite, pour que vous puissiez, comparer et du coup, très peu de petites graines parce qu'avec leur petit bec, ils ne peuvent plus casser les graines, donc ils sont forcément en désavantage. Il y a aussi, donc d'autres applications que j'ai pas mis là, mais c'est les phalènes de bouleau. C'est des papillons qui sont, noirs et blancs et si vous voulez, je vous raconterai si on a un peu le temps après, pourquoi, c'est un autre exemple de la sélection naturelle. Donc vous voyez bien qu'ici, on a bien une sélection donc, des individus à un moment donné, qui ont un avantage donc sur une période, pour, ce type, de par exemple, là, on avait la nutrition, ils ont clairement un avantage et du coup, c'est vraiment une sélection des individus, qui vont transmettre d'ailleurs de génération en génération. Et ce qu'il a remarqué, et je vous ai pas mis dans le diapo, c'est qu'une fois la période de sécheresse, qui s'est finie et qu'il y a eu une diminution de la dureté des graines, on est retourné à la normale, comme avant la sécheresse. On va voir la sélection sexuelle. Donc je vais juste vous faire un petit rappel, du coup, sur la reproduction. J'ai pris, donc un petit schéma de la reproduction, donc chez une méduse, qui, en fait, pratique les 2 types de reproduction communes, donc asexuée et sexuée. Donc la reproduction sexuée, c'est la formation d'une cellule, une cellule œuf, donc c'est ce qu'on vous voyez là, à partir d'une rencontre, de d'une cellule reproductrice mâle et d'une cellule reproductrice femelle. Donc chez nous, par exemple, c'est l'ovule et le spermatozoïde et du coup, à force, de division, va faire un individu. La reproduction asexuée, c'est fait, en fait, à partir d'un organisme déjà formé et qui va donner un individu à partir, d'une ou de plusieurs cellules. Heu, Par contre, ce sera des individus qui sont génétiquement identiques, heu, à l'individu. Par exemple, ici, vous voyez, donc c'est un polype. En fait, toutes les couches que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais comme une fois, je vais vous l'expliquer. Tous, ces petites couches vont donner, une mini, en fait, méduse, comme une petite bébé méduse qui, quand elle va grandir, va donner, les méduses qu'on connaît actuellement. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir, si vous voulez voir, c'est très joli. En fait, la polype, ça ressemble à une petite fleur et en fait, par à-coups, va donner une petite méduse qui va pouvoir après, vivre sa vie dans les océans. C'est très joli, donc je vous conseille d'aller voir. C'est quelque chose, d'assez drôle. Maintenant que vous savez un peu plus, sur la reproduction, je vais voir avec vous qu'est-ce que c'est la sélection sexuelle. Ça repose sur 4 grands principes. Le dimorphisme entre des individus du même sexe, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est la différence, là, c'est la différence entre les individus du même sexe, donc comme avant pour mâle et femelle, mais là, entre mâle et mâle. Pour qu'il y ait sélection sexuelle, on est obligé d'avoir une différence, entre mâle et mâle. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a l'accès aussi à un plus grand nombre, donc de partenaires, dû à ce dimorphisme. On va revoir toutes ces notions. Et on va aussi avoir l'avantage reproductif, supérieur ou un désavantage lié, à la enfin, on va avoir, pardon, excusez-moi, l'avantage reproductif supérieur, que cause un certain nombre de choses. Par exemple, chez les cornes, chez les cerfs, on va voir ce que ça parce que ça a un coût, en fait, de faire ces cornes et ces cornes, ça va être donc créer un désavantage au niveau de la sélection naturelle, mais ce désavantage doit être plus fort, pour la reproduction. Comme ça compense. Mais on reverra ça tout à l'heure et il faut que c'est un degré, d'héritabilité et ça aussi, on le voit tout à l'heure.
Donc, le dimorphisme entre 2 individus du même sexe. Donc, comme je vous ai pris comme exemple, c'est le cerf. Par exemple, on voit que ces 2 individus donc qui sont mâles ont des bois et les bois, sont différents. Vous voyez clairement que le bois, du premier cerf à gauche, est plus petit que les bois de chez l'individu à droite. On voit aussi chez d'autres personnes, comme chez les coléoptères. Donc, vous voyez, sur la première image à droite, on voit, pardon, à gauche, on voit sur la gauche un mâle et sur la droite une femelle. Donc, je vous ai mis la femelle pour que vous voyez un peu la différence. Et sur la droite, on voit 2 mâles. Vous voyez bien que leurs chélicères, donc les chélicères, c'est les petites pinces en fait que vous voyez au niveau de la bouche. Et en fait, selon le mâle et selon l'environnement, ils vont avoir, ils vont être plus ou moins gros. Donc, on voit ces différences et en fait, ça peut être soit dû à la génétique, ça veut dire que leurs parents, les ont transmis ce caractère. Par exemple, souvent, quand une personne est grande chez nous, elle va être grande. Après, ça suit pas toujours ce principe, je suis d'accord, il y a toujours des exceptions, c'est en la biologie. Et donc, soit ça va être dû à leur milieu de vie. Par exemple, si un individu est, sous-nourri ou s'il trouve pas toutes les ressources nécessaires à son développement, bah, il se peut qu'il développe moins des caractères comme ça et qu'il va privilégier d'autres choses pour sa survie. Donc je vous ai remis ça. On va voir maintenant l'accès, à un plus ou moins grand nombre de partenaires du dimorphisme. On va reprendre nos petits cerfs. Alors, nos cerfs, en période de reproduction, je ne sais pas si vous connaissez, mais ils font le brame. Le brame, qu'est-ce que c'est? C'est un cri assez atypique, donc qui vont en fait pour attirer la femelle. Pendant toute une période, ils vont faire tout pour attirer la femelle. Donc ils vont d'abord développer des bois, puis ils vont bramer, c'est-à-dire, faire un cri. Je vous invite à écouter si vous avez jamais entendu un brame et ils vont même se battre. Sachant que ceux qui auront un avantage, pour le combat, ce seront les cerfs qui auront le plus grand bois. Forcément, heu, il aura plus de chances de gagner. Et ils font ça, souvent jusqu'à épuisement de l'autre. Donc si un cerf est faible, il va se retrouver épuisé. Puis du coup, vient la période où après ils peuvent se reproduire. Le gagnant donc parmi, les cerfs, il y a un seul gagnant et ce gagnant va pouvoir accéder à toutes les femelles du groupe. Donc ce gagnant va avoir plein de femelles pour lui. Malheureusement, vous imaginez, ils se reproduisent, ils se fatiguent. Donc quand ils se fatiguent, Heu, donc les autres cerfs vont pouvoir accéder à leurs femelles parce qu'ils seront plus, sous la garde du roi de la «forêt» entre guillemets et ils vont pouvoir accéder. Donc ils accèdent quand même un peu de femelles, mais à beaucoup moins, de femelles, que le principal. Donc ça, c'est l'accès à un plus ou moins grand nombre, de femelles. Par exemple, chez le paon, ça se caractérise aussi, par la parade, vous savez? Quand le paon déploie toute sa queue, ça lui montre en fait à la femelle, l'attrait génétique qu'il a. En fait, elle lui montre qu'il a une belle, de beaux gènes et du coup la femelle sera plus attirée vers un mâle qui aura une magnifique queue qu'un autre. Donc maintenant, on va voir, l'avantage reproductif, supérieur aux désavantages liés à la survie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'une balance. Donc, on a la sélection naturelle d'un côté et la sélection sexuelle de l'autre. Ça va forcément créer quelque chose, un désavantage dans la nature, mais ça doit être supérieur au fait que ça va atteindre plus de partenaires et qu'il y aura plus de descendance. Par exemple, avant, il y avait, des cerfs, c'était pas un cerf exactement, c'est, un mégalosaure, il me semble. C'était un cerf avec des bois de 1 mètre de long, mais de chaque côté. Donc vous imaginez que pour passer dans une forêt, c'est un peu compliqué. Donc ils ont disparu parce que leur avantage était trop fort par rapport, à des caractères, sexuels. Du coup, ils ont diminué leur bois pour, permettre de passer dans des forêts. Avant, les forêts étaient moins les uns sur enfin, il y avait moins d'arbres, enfin, c'était plus espacé. Du coup, les cerfs, avant, pouvaient passer avec des grands bois. Maintenant, c'est plus le cas. On va voir le dernier point, c'est le degré, d'héritabilité.
Donc qu'est-ce que j'entends par degré d'héritabilité? On va reprendre nos exemples de serre. Donc, maintenant il est papa, il va avoir, des enfants et ces enfants, il va leur transmettre, du coup, le caractère d'avoir des bois donc assez grands. Bien sûr, chez les cerfs, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais, on va pas rentrer dans les détails et pareil donc ils vont aussi avoir de la descendance sur les autres cerfs, mais, il va transmettre à leurs petits des plus petits, cerfs juste enfin des plus petits bois et du coup, ils vont hériter donc, de moins de bois et ainsi de suite à chaque génération. On va voir du coup maintenant, le troisième principe, de la théorie de l'évolution, la dérive génétique. On va reprendre un petit peu des bases. On va voir l'ADN. L'ADN, qu'est-ce que c'est? L'ADN, donc c'est vraiment, comme vous voyez en hélice et c'est composé de 4 nucléotides. On a l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine. L'adénine va s'appareiller, donc ils vont être, ami-ami si vous voulez avec la thymine. La cytosine va être ami-ami avec la guanine et tout ça, donc va s'enchaîner sur des millions, millions et des millions, de fois et ça va donner le code génétique. Ce code donc, va permettre de faire plein de choses comme des protéines. Donc, voyez en premier lieu, on a l'ADN, qui donc va être lu par une petite protéine, donc qui va en faire, de l'ARN. C'est un peu, un intermédiaire avant de faire une protéine. Les protéines peuvent être diverses et variées, par exemple, on a des protéines qui transportent le fer, on a plein de choses. C'est pas une protéine comme, vous l'entendez, au sens, de protéines dans la viande, des choses comme ça. C'est pas quelque chose qu'on ingère pour avoir des muscles, super forts, c'est pas du tout ça. Les protéines, c'est vraiment la base, de toute la biologie. C'est quelque chose de vraiment enfin, on en a pour tout et n'importe quoi. Donc, maintenant que vous savez un petit peu ça, heu, on va voir aussi ce que c'est, la protéine parce que, sûrement, que si je vous dis protéine, vous savez pas, exactement ce que c'est. Donc, vous vous souvenez les nucléotides, donc l'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine et bah, ils vont s'associer par 3. Ces 3 donc nucléotides, quand on les lie par en fait, la protéine que je vous ai montrée juste ici, le ribosome, va lire sur, notre petit intermédiaire, par couple de 3. Par exemple, on va prendre UCA et bah, ça va donner un acide aminé. Ici, la sérine. L'assemblage de tous ces acides aminés va donner donc des peptides quand c'est une dizaine d'acides aminés et si c'est plus, ça va donner une protéine. Mais vous vous imaginez bien que, donc rien n'est parfait. Donc il peut y avoir, ce qu'on appelle des mutations et là aussi, on va voir ce que c'est une mutation. Il y en a 3 types. Il y a les positives, les négatives et les neutres. Donc la mutation, qu'est-ce que c'est en soi? Et ben, c'est quand notre machine, elle va se tromper ou qu'il y a un problème, dans l'ADN en lui-même. Par exemple, les UV vont vous faire des dommages directement à l'ADN. Par exemple, ça va faire sauter une des nucléotides. Donc, comme je vous l'ai montré ici, vous voyez, donc sur notre hélice double brin, il va y avoir, un saut et par exemple, l'adénine va être supprimée et du coup, la machine, elle va pas trop savoir quoi faire. Soit elle va le réparer et rien ne se passe, soit il va y avoir quelque chose, une mutation, c'est ce qu'on appelle. Soit ça va se tromper et c'est vrai que ça se trompe, de diverses manières. Donc ça va créer une mutation. Mais une mutation, c'est pas forcément, négatif. Il y en a des positifs qui vont vous donner, un caractère super cool et du coup, si c'est super cool, bah, souvent ça va être gardé. Souvent on est différent grâce aux mutations. Il y en a aussi, des négatives, du coup là, qui peuvent vous provoquer des maladies, qui peut provoquer, la mort même, de l'individu. Il y en a des neutres, qui font rien et les neutres, c'est un peu dû à, en fait, la plasticité de ce code. Donc revenons au code. Par exemple, j'ai une mutation j'ai UC et j'avais UCA. Mais maintenant, c'est muté en UCC. Mais vous voyez, ça donne le même acide aminé.
Mais par exemple, si j'avais, autre chose, ça aurait pu totalement modifier, notre acide aminé et cet acide aminé, va pouvoir provoquer une autre protéine qui va plus pouvoir faire sa fonction initiale et c'est là que ça devient un peu le bordel. La dérive génétique, qu'est-ce que c'est? La dérive génétique, c'est vraiment basé sur les mutations neutres ou les mutations positives. Vous voyez, donc dans le rond orange, on a, donc des individus avec ce qu'on appelle un allèle 1. Cet allèle 1, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être, la couleur, des cheveux, la couleur des yeux ou autre chose et on a, des individus avec, l'allèle 2. Donc l'allèle 2, ils sont en rose et ces individus, voilà, ils ont un autre, voilà, un autre, allèle. Donc par exemple, si on disait que les individus bleus avaient les yeux bleus et que les individus, roses avaient les yeux verts, eh bien, voilà, ça ne change rien au sein de la population parce que c'est neutre, ça n'équivaut à rien, ça ne change pas votre quotidien, ça ne change pas, l'accès, à des partenaires. Ça ne change pas non plus, votre survie, ça change presque rien. Heu, Ça, du coup, ils vont se reproduire avec les autres. Imaginons que le caractère des yeux verts est un peu supérieur au caractère, des yeux bleus. Quand ils vont se reproduire et ben, ça fera des individus aux yeux verts. Au final, on aura donc une balance entre ces 2 allèles. Mais donc c'est pas, toujours le cas et en fait, on le remarque, mieux cette dérive génétique, chez des petites populations. C'est ce qu'on appelle l'effet fondateur. L'effet fondateur, c'est quand, justement, on a une terre d'origine, donc c'est ce qui est présenté dans ce petit, schéma. Une terre d'origine et puis il y a 3 individus, donc un bleu, un vert et un violet, qui décident, donc de partir et en fait, quand ils partent et bah, forcément, vous emmenez pas toute la diversité avec vous. Donc, il n'y aura pas le caractère orange, il y aura pas le caractère bleu foncé, ni le caractère bordeaux et ils vont donc, partir et faire que, du coup, des caractères, verts, violets et bleus. Et c'est là que ça se remarque vraiment. C'est donc l'effet fondateur, c'est le fait de partir et le fait de créer donc une rupture du mélange, en fait, qu'on avait à la base. On va voir maintenant dans une partie, pourquoi la théorie de l'évolution, elle est controversée. Et pour ça, encore une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est un gradiste? Est-ce que c'est une personne qui pense que l'homme est supérieur aux autres êtres vivants? Est-ce que c'est une personne qui pense que l'évolution n'existe pas? Est-ce que c'est une personne qui pense que la Terre est plate? Ou est-ce que c'est une personne qui déteste la biologie? Je vous laisse répondre. Eh bien, dans l'ensemble, vous avez raison. C'est du coup une personne qui pense que l'homme va être supérieur aux autres êtres vivants et on va voir pourquoi. Donc, un gradiste, donc comme je l'ai dit, c'est la personne qui va penser que l'homme est supérieur à tous. Avant de créer, l'arbre que je vous ai montré, dans les toutes premières pages, vous savez l'arbre en rond? Et ben, on avait cet arbre. Ça correspondait bien, à l'époque où les gens ont pensé que l'homme était supérieur et aussi que la Terre était au centre de l'univers et du coup, voilà. Vous voyez bien que l'homme, qui est tout en haut ici, va être supérieur à toutes les espèces et on voit bien, quelles sont les premières espèces, hein. On peut voir les insectes en bas, on peut voir, les reptiles et les choses comme ça, qui sont vraiment placés en bas et bien sûr, après un peu le singe, mais nous toujours au-dessus. Alors qu'en fait, la réalité est tout autre. Voyez, ça c'est, donc le forme un peu buisson, un peu en 3D de l'arbre, qui est représenté actuellement et vous voyez en rouge ici, c'est tout notre petit chemin, que nous avons parcouru à partir du milieu et on se retrouve, noyés en fait, au sein d'un énorme, brin et on n'est clairement pas au-dessus. Ça, il faut oublier cette idée reçue. On va passer, à la partie la plus marrante, c'est, les idées reçues. Donc, le singe descend de l'homme.
Voyons voir si c'est juste ou faux. Je vous laisse répondre. Il y en a encore qui ont pas voté, mais je crois que dans la plupart des cas, vous l'avez fait et du coup, on voit bien, que c'est faux. On va vous expli Je vais vous expliquer pourquoi. Dire que là, le singe donc descend enfin l'homme descend du singe, c'est revenir à cet arbre qui est gradiste, sous forme d'échelle. Vous voyez clairement que là, oui, si on voyait donc cet arbre comme ça, oui, clairement, je pourrais dire que l'homme descend du singe sans aucun problème. Mais actuellement, on a plutôt ce genre d'arbre. Comme vous voyez, l'homme et le singe sont tous au même moment de l'évolution. C'est ce qu'on a en fait, c'est ce qu'on entend par, on est tous au même stade évolutif. On va continuer on est parti du même point, donc qui est Lucas. Lucas, c'est un peu la représentation du tout premier ancêtre commun, donc de l'univers. C'est là en fait, c'est vraiment l'essence, de notre arbre à chaque fois, c'est le milieu. C'est une hypothèse comme quoi ce serait une cellule, donc sans noyau, c'est la toute première qui sera à l'origine de toutes les espèces. Donc on part de cet ancêtre Lucas pour arriver à nous. Sauf que nous, on est là tous aujourd'hui. Les singes sont là aujourd'hui, nous sommes là aujourd'hui, donc comment pourrait-on descendre du singe? C'est vraiment bizarre. Les singes, quand ils se reproduisent, ils forment pas des humains. Donc on peut pas dire clairement que l'on est des on descend du singe, ça n'a aucun sens. Par contre, on a des ancêtres communs aux singes et clairement, je pense qu'on ne pourra jamais le savoir, hein, parce qu'un ancêtre commun, c'est une représentation, un peu, c'est une représentation donc de nos 2, donc d'un mélange des 2, mais on pourra jamais vraiment savoir à quoi ça ressemble. C'est impossible. Ça va ressembler, en fait, un peu à tout le monde, mais on trouvera jamais, vraiment une description exacte d'un ancêtre commun. Et cet ancêtre commun, il ressemblait forcément plus à un singe qu'à autre chose. Mais ça reste un ancêtre commun. Donc, ce qu'il y a de faux, c'est, plus évolué, hein, clairement, clairement, on n'est pas plus évolué, en fait, c'est ce que sous-entend la phrase, heu, on n'est clairement pas plus évolué qu'un singe, on fait partie, du même stade évolutif. On est partis du même départ et on est tous arrivés, au même point aujourd'hui, c'est qu'on est autant évolué. Toutes les espèces, donc sont au même stade et l'ancêtre commun, comme je vous l'ai dit, ressemblait sûrement plus à un sage, mais on ne pourra jamais le savoir précisément. L'homme est-il plus évolué que la drosophile? Donc la drosophile, c'est la petite image à droite, vous voyez, c'est une petite mouche, donc qui est souvent utilisée, en génétique, parce que c'est vraiment très simple, de l'utiliser et du coup, est-ce que c'est plus et l'homme est plus évolué car il est plus complexe? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Je vous laisse répondre. Eh bien, pour la plupart, vous avez raison, c'est, totalement faux. La drosophile est pas moins évoluée. Pourquoi le la s enfin, est-ce qu'elle serait moins évoluée? Déjà, elle peut voler, nous non. Donc si on se base sur ce caractère, c'est forcément elle qui est plus évoluée. Là, on se base vraiment que sur nous et c'est ce qu'on appelle avoir une vision anthropocentrée. Ça veut dire centrée sur nous-mêmes. On pense qu'à nous. C'est de nouveau retourner, à cet arbre gradiste et à voir, du coup, cet insecte comme, du coup vraiment, comme, vraiment, comme, en bas de l'échelle quoi, donc vraiment comme pas évolué, comme nul, parce que nous on est plus complexe, vous comprenez? On est supérieur à tout le monde. Ça, c'est ce que pensaient les gens avant. Mais maintenant, c'est plus le cas. Heu, on fait partie du comme je vous l'ai dit pour le singe, on est là, au même stade que, la drosophile, donc on est autant évolué. Il n'y a pas, d'autre moyen, on est sur le même chemin. Alors, les limules, les coalécantes et les dipneustes n'ont pas évolué depuis des dizaines de milliers d'années, c'est pour ça que ce sont des fossiles vivants. Alors, heu, à droite, en haut à gauche, je veux dire, excusez-moi, on a la limule, donc comme ça vous voyez. On a, un coalécanthe juste en dessous et à gauche, on a le dipneuste. Est-ce que ce sont des fossiles vivants? Parce qu'ils n'ont pas évolué, et qui ressemblent à des fossiles, c'est sûr, ce sont des fossiles vivants. Je vous laisse voter.
Eh bien, vous avez raison, pour la plupart d'entre vous, c'est faux. Ce ne sont pas des fossiles vivants. On va reprendre la définition de fossile. Un fossile, c'est une trace de vie qui donc est conservée dans la roche, donc qu'on dit sédimentaire, donc qui s'est formée, en fait, pendant la période, avant la période géologique actuelle. C'est-à-dire, des espèces vont mourir, donc leurs os, vont s'étaler et au fil, du temps, la terre va venir les ensevelir et ça va former des couches. C'est d'ailleurs comme ça qu'on peut dater un fossile en fonction des couches, de roches. Mais, donc comme le dit dans la définition d'un fossile, ça ne désigne en aucun cas une espèce actuelle. Donc déjà, si l'espèce existe encore aujourd'hui, ça ne peut pas être un fossile. C'est impossible. En fait, il y a un autre terme pour définir ces espèces, c'est espèce panchronique. Mais, qu'est-ce qu'une espèce panchronique? C'est une espèce qui a une ressemblance morphologique forte avec une espèce éteinte, donc retrouvée sous la forme de fossile. Et encore là, c'est un peu compliqué, dire que ça ressemble à un fossile, ça devient vite compliqué. Sur quoi on se base? On se base de nouveau sur la définition morphologique d'une espèce et encore, par exemple, chez le coalécanthe, est-ce qu'ils avaient les mêmes écailles? Ça, on pourra jamais le savoir vu qu'on a retrouvé que les ossements, en fait, de ces personnes. Donc là aussi, c'est assez compliqué de dire que, en fait, ce sont des espèces panchroniques. C'est pas un consensus scientifique, certains le pensent, d'autres le pensent pas. C'est encore très compliqué. Donc on peut ni dire que c'est des espèces panchroniques, ni que c'est des fossiles vivants. Mais est-ce que ces espèces n'ont vraiment pas évolué? Eh bien encore là, non. Elles ont pu, elles ont en fait évolué aussi bien morphologiquement qu'anatomiquement. Là encore, vous voyez, c'est les donc 2 nageoires, de coalécanthes. À gauche, vous voyez, celle fossile et à droite, celle actuelle. Vous voyez bien que ça a changé au niveau des os. C'est sûr que c'est pas flagrant comme, changement, mais ils vivent dans des milieux qui leur permettent, de ne pas trop évoluer. Donc, ils vont avoir, par exemple, très peu, de mutations, très peu de choses comme ça et ils vont être moins séparés et du coup, ça leur permet de rester très stables et de ressembler fortement à ce qu'on avait comme idée de leurs ancêtres. Et vous voyez encore là, on a encore, des os, donc D2, donc coalécantes fossiles et hem, donc actuelles et on voit bien qu'il y a des choses qui ont changé. Certes, très peu, mais ils ont changé. Ces espèces, elles se sont aussi adaptées à leur milieu et en fait, comme je vous l'ai dit, si le milieu ne change pas beaucoup, et bah, elles vont pas forcément évoluer plus. Si le milieu est constant, elles n'ont pas donc d'obligation à changer et à s'adapter. Donc, qu'est-ce qui va pas dans cette phrase? C'est le «n'ont pas évolué» et sont des fossiles vivants. Est-ce qu'on donc, comme je vous l'ai dit, on peut pas remplacer le terme par fossile vivant, mais plutôt par espèce panchronique, mais encore là, on n'est pas sûr, c'est pas un consensus scientifique, donc encore là, ça pose problème. Et puis toutes les espèces actuelles donc sont au même stade de l'évolution, c'est ce que je vous ai dit, on est tous au même moment, on vit tous au même, même jour, donc on est forcément partis du même point, enfin, on est partis du même point, on est forcément tous, évolués, on a tous évolué et on est, de la même manière. Encore une autre idée reçue, les poissons sont sortis de l'eau au cours de l'évolution. Je vous laisse voter. Pour la plupart d'entre vous, vous avez raison. Les poissons ne sont pas sortis, au cours de l'évolution. Pour ça, on va voir déjà qu'est-ce qu'un poisson? Donc pour vous, si je vous demandais ce que c'était un poisson, bah, vous me le décrivez comme ça. Ça a des branchies, ça a des écailles, ça a des nageoires et ça vit au milieu aquatique. C'est un peu la définition d'un poisson. On va voir ce qu'en dit, la phylogénétique. Voilà un arbre, où j'ai pris du coup que, donc à partir des vertébrés, hein, comme ça vous avez un petit bout de l'arbre. Ici, si on prend cette définition, tout cela, donc les pétromyzontidés, on va les revoir tous un par un ensemble après,
tout cela font partie des poissons, comme on l'entend. On va voir un par un nos espèces. Les tétromyzontidés, c'est un groupe de poissons sans mâchoire. Après, on a les chondrichthiens, eux, c'est les raies, les requins. En fait, c'est les groupes des poissons avec du cartilage. Puis on a les téléostéens, c'est les groupes qui regroupent à peu près vraiment la plus grande diversité, à peu près 99 des poissons, et ils possèdent un squelette osseux. On a les actinistiens, on a, les dipneustes. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, si les petites, moustaches qui dépassent, c'est des barbillons. Comme ça, vous le saurez et ça sert, il me semble, à s'orienter et à tout ce qui est sensitivité et c'est très présent chez les poissons-chats. C'est ce qui ressemble à des petites moustaches et oui, donc c'est des poissons qui, pulmonés. Donc ça veut dire qu'on s'arrêterait, donc au niveau des tétrapodes. Les tétrapodes, étant donc le reste, donc par exemple les amphibiens et puis après les mammifères. Donc 3 et pod, c'est les membres, enfin tétra 4 pardon et pod les membres. Donc c'est qu'ils possèdent 4 membres et du coup, en fait, si on voudrait faire un groupe qui s'appellerait poisson, eh bien, il faudrait qu'on prenne, tout ça et qu'on commence par les vertébrés. Mais ça veut dire qu'on serait des poissons, les tortues seraient des poissons, les lapins seraient des poissons et clairement, il y a un problème. On peut pas être des poissons. Donc en phylogénétique, on n'a pas le droit d'employer le terme poisson. Il n'existe pas. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, bien sûr que vous direz poisson. Personne ne va voir, son poissonnier et pour lui demander: «Oui bonjour, j'aimerais un téléostéen s'il vous plaît». Personne ne fait ça et je pense qu'il vous regarderait même très bizarre. Puis on donc je corrige un peu la phrase et en fait, ça donne certains organismes. Au cours de l'évolution, se sont adaptés au milieu terrestre et c'est plutôt ça qu'il faut se dire. Ils sont pas sortis de l'eau, pas tout d'un coup comme ça. Et bah, ça a commencé par une transition douce avec, par exemple, les amphibiens, qui vivent à moitié dans l'eau, à moitié sur la terre et puis il y en a d'autres qui se sont séparés et après des générations, ils se sont adaptés à un milieu qui est terrestre. Comme dernière idée reçue, on va voir qui est apparu en premier, l'œuf ou la poule? Et je vous laisse voter. Eh bien, il n'y avait aucune bonne réponse. Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, cette question, elle a 2 sens et ça dépend dans quel sens on prend. Est-ce que c'est l'œuf qu'on compare? Est-ce que c'est l'œuf de la poule ou est-ce que c'est l'œuf en lui-même? Donc est-ce qu'on compare l'œuf d'une poule avec une poule ou est-ce qu'on compare l'œuf et la poule? On a le droit de se poser cette question. Du coup, ça reviendrait à se poser la question, c'est l'apparition de l'oviparité. L'oviparité, c'est le fait donc, c'est le fait de faire, donc des œufs. Donc c'est les espèces donc qui on dit ovipares, c'est ceux qui ont donc des œufs. L'apparition de l'oviparité, c'est chez donc les premiers oiseaux et les premiers oiseaux, c'est les pavards et les paraves pardon, c'est donc apparu donc dans le Jurassique vers -201,3 à 145 millions d'années et clairement, les dinosaures, ce sont des oiseaux comme on l'entend et donc pour la plupart avaient des plumes et donc les premiers, donc à pondre des œufs en tant que tels, c'était les paraves. Donc clairement, là, il y a pas photo. Si on compare, l'œuf en tant que tel, bah, forcément, c'est l'œuf qui apparaît en premier, ça devient évident. Mais si on compare l'œuf d'une poule à une poule, et bien là, il va y avoir un petit problème. Parce qu'on compare 2 états d'un individu à des temps T qui sont différents. C'est comme si je vous considérais comme si je disais: «Ah bah, qui est apparu entre le bébé et l'homme?» Et là, ça n'a aucun sens. L'homme adulte, par exemple, ça n'a aucun sens, dans cette question et on ne peut pas comparer, 2 états d'un individu à un temps T qui est différent. Ça revient à faire des
boulette au niveau de cette définition, enfin, de cette question, en fait, on ne peut pas y répondre, du coup. Eh bien, j'ai fini et quand vous voulez, vous me posez des questions. Je suis toute oui.